Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode très spécial d'Entre deux traites, le premier d'une série de deux. Un projet que j'affectionnais de faire depuis longtemps, c'était d'aller dans un événement agricole, rencontrer des gens de un, mais aussi enregistrer des balados sur place. Et cette opportunité m'est venue justement par les organisateurs de l'Expo Rive-Nord. L'Expo Rive-Nord qui est située à l'Assomption et puis auquel j'ai eu le bonheur d'y assister. Et puis, l'Expo Rive-Nord nous a fait un superbe endroit pour justement enregistrer nos balados sur place. Puis on a eu la chance justement de passer en entrevue des gens encore très intéressants en lien avec la thématique de l'expo, le bien-être animal. Donc, pour vous présenter un peu l'Expo Rive-Nord, j'ai quelques faits saillants. L'Expo Rive-Nord, en fait, la création a été faite en 1967. Ça a commencé par justement une expo régionale qui était à Sainte-Julienne, au cœur de la Lanaudière. L'expo s'est ensuite promenée avec le temps à Berthierville, Saint-Thomas, Sainte-Julienne, pour rester toujours dans la région de la Lanaudière. Puis, en 2019, une relocalisation permanente à la ville de l'Assomption, en plein centre-ville. L'Alliance Cultura, le concept fusionne l'expo agricole traditionnelle avec un grand festival urbain. Donc, on peut y voir des spectacles, des métiers d'art, mais aussi, en même temps, des éleveurs d'animaux. Donc, ça fait quand même un événement très agréable pour monsieur et madame tout le monde. Autant les citadins que les ruraux vont y trouver leur compte. Donc, c'est devenu un événement quand même assez important pour les gens et la région de la Naudière. Parce que, bon, à chaque année, il y a plusieurs dizaines de milliers de gens qui viennent sur le site puis ils viennent profiter des activités qui y sont proposées. Il y a plus de 50 producteurs et artisans du terroir. Il y a autant d'éleveurs de bovins, bovins laitiers, dis-je, mais aussi 25 jeunes éleveurs qui viennent y présenter leur génisse. Donc, c'est quand même un beau happening pour les gens de la Naudière au niveau des bovins laitiers. Et aussi, ça c'est quelque chose que j'ai eu la chance de voir et puis j'étais vraiment impressionné. Cette année, il y a le concours cunicole, donc des lapins. Et puis cette année, il y a eu 250 lapins, donc des lapins qui ont eu un jugement. C'était vraiment impressionnant de voir la diversité des races. Donc, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit pas ailleurs. Donc vraiment, là, si vous passez dans la région de la Naudière puis que justement l'Expo Rive-Nord est en cours, je vous invite vraiment à y arrêter. C'est un très bel événement. Donc, sans plus tarder, notre première émission, j'ai eu le bonheur d'interviewer Martin, qui est producteur laitier dans la région de la Naudière et qui participe justement au concours de bovins laitiers, donc de la présentation des bovins laitiers. Et puis, il nous parle un peu de tout ça. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la préparation. Et j'ai eu aussi la chance d'interviewer une personne tout aussi passionnante, qui est sa conjointe, Mélanie, qui nous parle aussi de sa passion pour les races patrimoniales, les races traditionnelles, qui en fait comme son créneau d'entreprise. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à cette entrevue. Bonjour à tous. Je souligne que, pour une première, nous sommes à l'Expo Rive-Nord à Repentigny. Et puis, en fait, on anime des podcasts ici durant l'expo. Et puis, on va recevoir deux invités qui, en lien avec la production laitière, comme la mission d'Entre deux traites. Et puis, on va commencer avec notre invité qui s'appelle Martin Grégoire, qui est producteur laitier dans la région de la Naudière à Saint-Esprit. Il est exposant ici au Grand Jugement Holstein. Bonjour Martin. Bonjour Alain. T'es un habitué justement des expositions agricoles, puis de ce que je peux comprendre, c'est que tu présentes régulièrement des animaux. Donc à l'Expo Rive-Nord, t'es là tous les ans. Là. Ben nous, c'est à petite échelle. Nous autres, on est comme les amateurs du monde d'exposition. On est là chaque année parce que on aime ça, on aime l'ambiance qui vient avec l'exposition, on aime le contact
avec le public, avec les autres éleveurs aussi. C'est un petit monde, l'exposition. Puis je pense qu'à chaque année, on a hâte à cet événement-là pour rencontrer notre gang, rencontrer les autres producteurs, présenter 1, 2, 3, 4 animaux aussi. Puis là, ben on arrive au stade où les enfants commencent à prendre le relais. La passion, c'est eux autres qui commencent à nous tirer dans le dos nous pousser dans le dos vers ça. Puis c'est motivant en plus à continuer. OK. Donc, je peux comprendre qu'il y a de la petite famille là chez vous, là. J'ai 3 enfants. Les 3 sont ici avec leur jeunesse en fin de semaine. Les 3 2 petites Canadiennes, une Holstein. Les 3 ont préparé leur animal avec un peu d'aide, mais de plus en plus autonome. Puis présentement, là, durant qu'on se parle, c'est notre plus vieille qui s'occupe des jeunesses, puis on n'a pas à être inquiet, on sait que tout se passe bien. Fait que ça, dans le fond, c'est quelque chose que, mettons, toi ou même tes enfants, vous faites depuis qu'il est genre la clause Pee-wee là qu'on voit dans les jugements, que c'est des petits enfants avec le petit veau là, Je sais pas dans notre temps si le Pee-wee existait, ça fait longtemps, ça fait quand même longtemps. Moi, j'ai toujours vu ça. Ben, on va dire que oui, c'est depuis cette époque-là, qu'on est on est là-dedans. Puis les enfants, il y a eu une pause que c'était plus une pause en termes de jeunes ruraux pour ma part. À un moment donné, on vient des vieux ruraux. Mais là, on exposait là, quelques bêtes, mais en excluant les jeunes ruraux. Puis là, c'est reparti avec les enfants depuis déjà plusieurs années qu'eux autres commencent à prendre le relais. Puis on aime ça, on les regarder aller. Puis ça nous redonne un petit coup de pied à continuer. Puis là, justement, la relève, ta relève, là, ils ont-tu commencé à, parce qu'on le sait, dans le monde de l'exposition, ben, oui, c'était une petite famille, en fait, mais tu sais, il y a aussi des fois où on fait des investissements sur des animaux d'expo. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait, toi ou, mettons, ta relève? À date, on tient ça mort. OK. On sait que ça peut venir avec le temps. Pour l'instant, il y a un côté, je pense présentement, ils aiment beaucoup le plaisir de l'événement de l'exposition. Okay. Tu sais, se présenter, tu sais, comme tantôt, Médéric, il a fini 5e avec sa jeunesse. Puis lui, il était content, tu sais, il voulait la conduire, ça a bien, il y avait une petite crainte, la jeunesse était un peu grande pour lui. Ça a super bien été. Lui, juste ce bout-là, ça avait fait, je pense, sa journée, autant que le classement qu'il y avait de... Fait que, ça avait bien été. C'est en plein ça. Mm-hmm. C'est en plein ça. Déjà là, ça faisait, lui, le bonheur était complet pour lui. OK. Ben, on va passer justement au volet, on va dire, préparation pour l'exposition, comme on a ici aujourd'hui. Bon, on le sait, puis les gens qui vont nous écouter ou qui passent ici à l'Expo Gris-Nord doivent s'en douter. La préparation, ça commence pas gêne le matin là, l'événement là. On parle de peut-être commencer probablement au printemps à sélectionner les animaux. Oui. Et dans notre cas cette année là, j'ai sorti quelques jeunesses, peut-être pas tout à fait par hasard ceux que j'ai sortis, puis je les ai fait faire vraiment fait venir les enfants pour qui, selon les critères, il y a déjà eu des petites formations, puis on leur donne des conseils de temps en temps pour que eux-mêmes, comme Médéric, sa jeunesse, c'est lui-même celle qu'il y a aujourd'hui, qu'il l'a choisi au printemps. Puis à partir de là, ben là, il y a le clippage, l'alimentation pour que la jeunesse soit dans les meilleures conditions possibles, qu'elle soit en forme, qu'elle mange le plus possible la journée du jugement. C'est un ensemble de petites choses qu'on fait là. Mais c'est une préparation de longue haleine. Oui. Et plus tu montes là, et ça reste au niveau régional, c'est peut-être un peu plus facile si tu en amènes une à la dernière minute, mais plus tu montes dans les échelons, quand tu tombes, là, c'est régional, après ça, provincial, après ça, tu peux te rendre au national. Là, la préparation, là, les virgules sont beaucoup plus serrées, là. Oui, on s'en doute. Donc, au niveau de la préparation, ben c'est ça, on s'en prend, on prend ça quelques mois en avance, avant le jour fatidique, là. Ah oui, on essaie, nous, ça s'est fait, là, on a eu une activité au mois d'avril organisée par le Club Océan Nadière, que les jeunes étaient invités à avoir les conseils de base, comment préparer, sélectionner, tombe. C'est suite à ça, nous autres, en revenant à la maison, là, j'ai choisi quelques jeunesses, j'ai fait venir mes enfants à l'étable pour vraiment les pratiquer à choisir leur jeunesse dans le but de l'exposition. Puis à partir de là, la préparation, la tonte, l'alimentation est adaptée pour que la jeunesse, lors du jugement, soit à son meilleur. OK. Puis là, t'es dans ton étable, puis t'as un lot de jeunesse, mettons, de tel groupe d'âge, là.
qu'est-ce que tu vas affectionner comme physionomie d'animal, mettons, pour l'expo, là? Du point de vue des enfants, eux autres vont regarder le caractère en premier. Ouais. Parce que ils veulent la promener, c'est normal. Mais ça, papa aide un petit peu quand que le caractère est un peu plus, disons, il collabore un peu moins. Mais d'un point de vue conformation, pour ce qui est d'une génisse, il y a trois principales parties. On va regarder la puissance laitière de l'animal, sa largeur, sa longueur, l'ouverture entre ses côtes et des points comme ça. Au niveau de ses pieds et membres, la manière qu'elle se marche, son pied est solide, le pâturon, l'angle, après ça, le positionnement du membre vu de côté, vu de l'arrière. La croupe, si l'angle de la croupe est bon, la largeur, il y a plus la force du rein. Il y a un ensemble de points qu'on évalue, qu'on compare les animaux. C'est tout le temps une comparaison d'un animal par rapport aux autres. Et on essaie de se rapprocher le plus possible du modèle idéal pour... En fait, c'est les points que les juges aiment bien quand on expose. Là. Ouais. Puis, au niveau de la préparation, la journée même, mettons, là, on les voit là quand ils sont dans le ring, ils sont propres, il y a le clipage de finition sur la colonne est fait, là. Ça, est-ce que tu me parlais de ça un peu? Ah, ben c'est de l'optimisation. Il y a un élément, je veux pas, il y a un élément visuel. Lorsque le juge voit l'animal entrer, faut que c'était un coup d'œil. Il y a pas beaucoup de temps pour se faire une idée quand il y a plusieurs bêtes qui rentrent. Fait qu'il faut vraiment le clipage, le lavage pour que l'animal soit à son meilleur. Tu sais, qu'on voit bien l'ouverture entre ses côtes, qu'on voit bien l'ensemble des qualités de l'animal pour être capable de, même au niveau de la préparation pour la conduire, un animal qui se conduit bien est plus facile à placer à son avantage qu'un animal qui saute partout, qui se place tout croche, celle-là, c'est assez difficile de la mettre à son meilleur, de la mettre en valeur par rapport à d'autres excellents animaux parce que rendu à l'exposition, la qualité des animaux est assez solide. OK. Puis, on parlait du caractère de l'animal. Est-ce que tu as des bons trucs justement pour un animal qui serait qualifié pour faire l'exposition, mais un petit peu au niveau du comportement moins le fun? Il faut être plus patient que l'animal. OK. Parfois, ça peut prendre, je dirais, une balade en tracteur, façon de parler, que l'animal a fait ses premières promenades dans l'icou. Il est accompagné du tracteur ou n'importe quel véhicule ou moyen pour ne pas laisser gagner la génisse. Si la génisse gagne, elle donne un coup puis elle s'en va. Et elle va le savoir, la fois d'après, elle va recommencer. Ouais. À la shape que j'ai, si la génisse est grosse un peu, elle va gagner. Puis même la génisse qu'on avait aujourd'hui, elle comprenait la différence entre moi qui promenais la génisse et Médéric qui promenait la génisse. OK. Moi, je pouvais tenir très facilement. Mais aujourd'hui, ça a super bien été, mais elle savait qu'avec lui, elle gagnait plus facilement. OK. Mais c'est de la patience. Donc, il y a quand même un training de base que pour au début là les initier à la marche. Ouais. OK. Fait que ça, tu fais ça en arrière d'un tracteur à basse vitesse. Ah, ben ça peut se faire uniquement à bras avec un licou. Mais les plus disons les plus coriaces ou les plus grosses, plus tu commences, tu sais, une génisse qui commence tout petite à s'habituer pour l'exposition. Et si je la promène à la main, ça va bien aller. Ben du moins je vais gagner. Mais si tu commences l'année suivante, la même génisse qui a jamais vu cette préparation-là, et là, le défi de la tenir, la position parfaite est un peu plus grand. Là, des fois, c'est là que le tracteur peut aider à... Sa patience au tracteur est de beaucoup... Puis le bras est de beaucoup plus fort que nous. Mais en fait, c'est l'introduction au licou qui fait foi de tout, là. Ouais, l'introduction au licou, puis vraiment là, apprendre à respecter ce qu'on lui demande. Et c'est pas tant de la forcer, mais apprendre à avoir un certain respect aux commandes. C'est pas des commandes compliquées, quoi. Mais avoir des commandes de base pour vraiment que lorsqu'on la présente à l'exposition, que ça lui tente de nous suivre et non que ça lui tente de prendre la fuite. OK. Puis, au point de vue financier, est-ce que, mettons, venir à l'expo, ça demande une grosse dépense pour vous autres? Pas au niveau local. Ici, c'est quand même raisonnable. Il y a l'alimentation puis les coûts pour le préparateur à l'exposition, mais il n'y a pas de frais pour s'inscrire. Mm-hmm. Mais c'est sûr, on fait pas ça pour se mettre riche lorsqu'on est au niveau local. Il y a vraiment le côté passion, le côté
aimer ça à l'exposition plus que monétaire. Monétaire, au niveau régional, c'est acceptable. C'est sûr que si tu montes au niveau provincial, là, les dépenses augmentent. Si tu vas au niveau national puis que tu fais 25-28 heures pour aller à Madison, là, c'est plusieurs milliers par animal. Ouais. Mais le potentiel de revenus, si tu vends une bête à ces niveaux-là, probablement en vaut la peine. Parce que, en fait, c'est quand on est rendu à des niveaux aussi élevés que l'exposition de Madison aux États-Unis, c'est sûr que là, il y a un incitatif, on va dire, au niveau de la génétique, que les animaux qui se retrouvent là, c'est la fine crème de la génétique bovine laitière. Une valeur potentielle qui faut encore aimer ça extrêmement parce que la préparation est tellement poussée maintenant. Si celui qui veut juste faire ça pensant que sa jeunesse va arriver à Madison ou à Toronto, puis elle va se vendre à gros prix, c'est pas automatique. Là. Ça prend une préparation qui est extrêmement ordonnée, minutieuse et ça prend beaucoup de temps. Là. OK, ouais, quand même. Parce que là, à cause du calibre, tu sais, en fait, si on compare avec du hockey, ben on pourrait dire que, mettons, les expositions locales, c'est un peu comme du hockey, on va dire, amateur. Ouais. Puis, quand on est rendu à Madison, ben là, c'est la Ligue nationale. Oui, ça ressemble plus, comparé à ça. Là, en termes de préparation, puis préparation physique, mais dans l'ensemble des détails pour souvent la différence entre une qui se classe première puis celle qui finit 3, 4, 5e. Au niveau conformation, ils sont assez semblables, mais c'est vraiment dans les derniers petits détails qui fait la différence. OK. Puis, est-ce que ça te vient à l'idée une anecdote d'exposition, là? Anecdote. Il y a toujours des petites anecdotes. Quelque chose de drôle qui t'est arrivé à une exposition on a, dramatique, là? Ah non, j'ai déjà eu jeune une petite déception d'une jeunesse. La première fois que j'avais la chance d'aller à la classique des jeunes ruraux. Ma jeunesse avait bien été au niveau. À l'époque, c'était l'Expo de Berthier. Puis 4 ou 5 jours avant la date limite pour l'inscription, la jeunesse s'était coincée une patte, la patte avait doublé, triplé. Oh mon Dieu, non. Là, petit garçon, là, ça avait été là, j'avais eu une petite déception. Mais tu sais, sinon, globalement, là, on a toujours aimé ça être là. Il y a toujours des petites anecdotes d'une jeunesse qui se couche pendant le jugement. Qui là, on essaye pacifiquement d'y demander à ce que ça se lève. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais ça reste drôle. Par après, plus jeune, et on voit ça extrêmement grave. Ma jeunesse s'est couchée à l'exposition. Puis là, le juge va me pénaliser, puis qu'est-ce que je... Finalement, si tu es respectueux pour l'animal, tu prends le temps de la lever, tu recommences, c'est pas grave, tout va bien, il n'y a pas de problème. Puis à l'expo ici, là, on est chanceux cette semaine. Généralement, l'expo Rive-Nord vient avec de la pluie puis des orages. Puis à chaque année, là, cette année, on en profite. Oh, ça sort plutôt bien aujourd'hui. Et voilà, il y a pas le soleil. Il y a un orage dans un heure, là, mais là, on est correct. Okay. Et, au niveau, justement, penses-tu que les expos, ça a un bon incitatif, mettons, pour les jeunes? Vraiment. Vraiment. On regarde aller, on va prendre l'exemple chez nous. Et à regarder les enfants nous parler de l'exposition, à partir des fois, c'est même la jeunesse qui sort l'année d'avant, ils se demandent s'ils vont pouvoir la sortir l'année prochaine, puis là, selon les classes. Puis vraiment, il y a un intérêt, c'est une bonne source de motivation à amener les enfants à venir s'occuper des animaux, puis en même temps à leur montrer les étapes de la préparation. Pour l'exposition, il y a beaucoup de ces étapes-là au niveau de l'alimentation qui s'appliquent pour l'ensemble du suivi du troupeau. Pour qui préparer l'animal tous les jours. Là. Ouais. On veut un animal qui soit dans une condition optimum pour qu'elle soit productive dans le cas du producteur laitier, mais pour l'exposition, c'est le même principe. Puis je pense que c'est une bonne école pour la relève. Puis oui, il y a vraiment... J'encourage tout le monde à le faire. En fait, pour initier nos jeunes, justement, à la production laitière, la passion de l'exposition, c'est sûrement un bon moyen, là. C'est un très bon moyen. Si on fait ça, on fait pas ça uniquement pour le côté monétaire à court terme. On fait ça justement pour la passion, pour l'ambiance avec l'exposition. Puis c'est assez facile pour les jeunes. Lorsque les parents ont attrapé la piqûre, c'est peut-être un peu notre cas. C'est assez facile de faire suivre les enfants et on est à la veille de se faire dépasser par les enfants. C'est bien. Bon, puis en terminant,
Mettons pour les gens qui hésitent peut-être à venir présenter des animaux dans les expos régionales, qu'est-ce que tu aurais comme message à leur dire pour les convaincre de peut-être s'essayer? Souvent, le début à l'exposition vient avec les enfants qui poussent dans le dos d'un parent qui pourrait hésiter, d'un producteur qui pourrait hésiter, puis je comprends le producteur aussi. Je dirais, là, si je me fie aux exposants qui entre autres ici, laissez ou encouragez votre jeune la première année à aller vers un autre producteur qui fait déjà de l'exposition. Peut-être que vous allez le regretter l'année d'après parce que notre enfant va vouloir lui-même avoir sa génisse, mais pour qu'il apprenne c'est quoi, pour vraiment le mettre en contact. Puis c'est un monde vraiment qui, une fois qu'on a embarqué là-dedans, il est souvent l'année suivante, même si on n'a pas eu la première place, le monde, l'ambiance, puis relié à l'exposition, va faire que le jeune va déjà être prêt à faire plus d'efforts pour avoir une jeunesse qui est qui est dans la ferme chez vous. Puis à partir de là, laissez aller, encourager la relève, laissez-la aller, puis je pense que ça va bien aller. On développe les passions comme ça. On a passé par là, puis là, on regarde aller notre gang, puis on tombe pas un bras à personne. Ils nous parlent d'exposition avant même qu'on nous en parle. Le transfert de passion, c'est bien fait d'abord. Je pense que oui. Je pense que oui. Écoute, Martin, merci beaucoup d'être passé en deux traits. C'est un plaisir. Ouais. Ici, on a la force de nos convictions et la liberté de choisir ce qui est le mieux pour nous. Voilà pourquoi les producteurs laitiers d'ici respectent des normes parmi les plus élevées au monde et contribuent à renforcer nos communautés avec fierté. Lorsqu'on choisit les produits laitiers d'ici, ensemble, on est encore plus fort. Ici, c'est comme ça. Donc, on est toujours à l'expo Rive-Nord, ici à l'Assomption. Et puis, on continue le podcast avec une autre invitée qui s'appelle Mélanie Gagné, qui est passionnée du patrimoine agricole québécois. Mélanie est à la tête de la ferme Triple G, où elle élève des vaches canadiennes, des chevaux canadiens et des poules Chanteclair, 3 races emblématiques de notre histoire agricole québécoise. En 2019, elle a travaillé fort pour pour préserver la race de vaches canadienne. Et puis, depuis ce temps-là aussi, elle a travaillé fort pour aussi instaurer des camps de jour éducatifs pour les jeunes et aussi mettre sur pied son troupeau de vaches canadiennes. Donc, Mélanie, bienvenue à En deux traites. Merci beaucoup. Bon, écoute, comment ça se fait que d'où te vient en fait cette passion pour les races patrimoniales? Oh mon Dieu, moi je suis comme tombée dedans quand j'étais petite. Fait que la fois moi ça a commencé par le cheval canadien. À la base, je suis une fille de chevaux. J'ai découvert le cheval canadien complètement par hasard. Mon père qui achète une ferme parce que je l'achète avec ça depuis des années, puis qui achète un lot de chevaux, puis là-dedans, il y a un petit Canadien. C'est moi qui en hérite. Tous ses amis à mon père choisissent leurs chevaux, puis moi, je prends le dernier qui reste parce que moi, je veux juste un cheval. je suis pas stineuse là-dessus. Et ça donne que dans le lot, c'était celui qui avait le plus de valeur, un petit Canadien enregistré avec les papiers tout. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert le cheval canadien. Fait que je me suis intéressée, je tombe en amour, puis je m'étais toujours dit un jour j'en élèverai. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvée à l'université en agronomie. Ouais. Et là, j'ai découvert dans mes cours que le cheval canadien n'était pas tout seul comme race patrimoniale, qu'il y avait aussi la vache canadienne et la poule Chanteclair. Donc là, c'est ça. Ça a fait 1 + 1 = 2, ou plutôt 1 + 2 = 3. Je me suis dit, là, j'ai les chevaux, mais ça va me prendre le reste du trio de race patrimoniale. Puis ça a toujours été un rêve depuis ce temps-là, depuis mes années universitaires, de me dire un jour, j'aurai une ferme qui va porter vraiment juste sur ces 3 races-là. Puis je veux les sauvegarder puis les mettre en valeur. Puis ça a toujours été un rêve que j'ai gardé pour moi pendant vraiment longtemps, jusqu'à m'amener que là, les conditions soient réunies pour que ça décolle, tout ça, là. OK. Puis, au niveau de la race de vache canadienne, est-ce que tu peux me parler un peu de les débuts de ça, d'où ça vient?
la race canadienne? Oui, ben la race canadienne, dans le fond, c'est vraiment, elle est née ici. Elle est née ici. Elle est issue, en fait, des premières races de vaches qu'on a amenées d'Europe. Quand on est débarqué ici pour venir coloniser la Nouvelle-France, ben on a amené des animaux avec nous par bateau. Et la particularité, c'est qu'il y a très peu d'animaux qui ont été amenés. Il y a quelques voyages qui ont été amenés, quelques chargements. Et puis après ça, pendant une période d'à peu près 100 ans, il n'y a pas eu d'autres importations d'animaux. Puis là, c'est vrai pour la vache canadienne, mais le cheval canadien a exactement la même histoire. Moi, je le réfère toujours à eux comme des cousins, là, parce que vraiment leur histoire a été bâtie de la même façon. Le cheval canadien et la vache canadienne sont nés des premières vaches et des premiers chevaux qu'on a amenés avec nous. Fait on a amené toutes sortes de races confondues, là, surtout de Normandie, de Bretagne. Ils ont mis toutes sortes de vaches dans les bateaux. Ils nous ont amené ça ici. Et dans le fond, il y a eu une grosse sélection naturelle. Ces deux races-là ont été 100% composées à partir de la sélection naturelle parce que, sur les bateaux, il y a déjà eu une sélection qui s'est faite, là, parce que traverser l'Atlantique dans les années 1600, on s'imagine un peu. Fallait être dur, là. Faut être tough. Exactement. Fait que dans le fond, ceux qui ont vraiment mis le pied ici, qui ont débarqué en Nouvelle-France, déjà, ça s'était épuré parce qu'il y en a qui n'ont pas fait le voyage. Tout ce qui était pas assez fort, assez rustique, etc., ça n'a pas survécu. Et là, rendu ici, là, il y a les hivers et il y a le climat qui est complètement différent de ce qu'ils connaissaient en Europe. Fait qu'il y a eu une deuxième sélection génétique, sélection naturelle, en fait, qui s'est faite. Puis les éleveurs de l'époque, on s'entend que eux, ils étaient pas dans une phase de leur élevage où ils pouvaient faire vraiment de la sélection comme nous on fait aujourd'hui en sélection génétique, de choisir nos meilleurs animaux selon production, conformation, etc. Eux autres, c'était pas ça. Ils travaillaient avec ce qui avait réussi à survivre à l'hiver. Point. Tu sais. Fait que tout ce qui était pas adapté au climat, tout ce qui était pas assez fort, assez rustique, assez en santé, ils se sont éliminés d'eux-mêmes. Ils passaient pas les hivers, ils manquaient de nourriture, ils manquaient les conditions étaient très difficiles. Fait que c'est vraiment ça, c'est tout ça qui a fait que les animaux qui ont survécu à ça, c'est eux qui ont donné naissance au cheval canadien, à la vache canadienne, parce que, comme je disais tantôt, pendant 100 ans, après ça, on n'en a pas importé d'autres. Fait que c'est ce petit noyau d'animaux-là qui se sont reproduits entre eux pendant 100 ans qui a fait qu'on a créé quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose qui est vraiment 100% du Québec, de la Nouvelle-France, qui est 100% à nous, c'est le cheval canadien, la vache canadienne. C'est nos races. Ça peut pas porter autre chose que le nom de race canadienne parce que, en fait, on s'arrange avec ce qu'on a. Exact. Fait que c'est là, regarde, on est au Canada. Vache canadienne, voilà. Et voilà, c'est ça. Puis, particularité de la vache canadienne, qu'est-ce qui la démarque des autres races laitières? C'est sûr, rusticité. C'est une vache qui s'adapte facilement. Tu sais, on a vu par quoi elle est passée. Fait que, tu sais, il y en a jamais de problème avec la canadienne. Elle va tirer son épingle du jeu dans toutes les situations. Santé, fertilité, tu sais, ça va bien là-dessus. C'est sur le pilote automatique. C'est sur le pilote automatique. C'est des animaux qui valent tout seuls. Tu sais, c'est vraiment facile l'entretien canadienne. Ils sont faciles à aimer. C'est des tout petites vaches. Sont vraiment, vraiment le fun à travailler avec. Et le gros, moi j'en ai une des candios, fait que je vais dire le super pouvoir de la vache canadienne, c'est quoi? C'est sa particularité, c'est qu'elle est capable elle a un rendement fromager qui est supérieur à toute autre race. OK. C'est-à-dire que par litre de lait, on va tirer plus de kilos de fromage avec un lait de vache canadienne. Ah oui. Ça, c'est son super pouvoir. C'est là-dessus qu'on veut miser, qu'il faut miser si on veut vraiment la mettre en valeur, puis aller chercher toute sa plus-value, là, c'est là-dedans qu'elle est bonne. OK. Puis, dans le fond, c'est au niveau de la composition de son lait qu'elle donne un meilleur rendement fromager? Oui, c'est ça. C'est dans la composition de la protéine, là. C'est très vaste, là, un pourcentage de protéines, parce qu'on s'entend que en 2026, en termes de gras, en termes de protéines, elle se compare pas mal à la Holstein, OK? Parce que notre canadienne, elle a resté au même point depuis des années. Je dirais qu'à peu près depuis les années 60, elle a pas tant évolué que ça. Okay. Tandis que les autres races, la Holstein, notamment, elle a vraiment, c'est très amélioré. Elle a évolué beaucoup. Donc, on parle plus du tout du même taux de pourcentage de gras qu'à l'époque. Fait qu'à l'époque, oui, la canadienne était supérieure en composante. Maintenant, c'est un peu moins vrai. Par contre, c'est la composition. Parce qu'un pourcentage, ça reste un pourcentage, mais derrière un pourcentage de protéines, parce que là, si on parle de fromage, on va parler de protéines, derrière un pourcentage de protéines, il y a un paquet de composantes. C'est composé un paquet d'allèles. Et elle, la canadienne, elle a comme la combinaison gagnante qui fait qu'elle a un rendement fromager qui est excellent. OK. Donc, c'est ça qui la rend un peu plus unique, là. Exact. Son super pouvoir. C'est ça. Puis, dans le fond, en 2019,
Tu t'es impliqué beaucoup pour la sauvegarde de la race. Peux-tu me parler de ça un peu? Oui, ben l'événement de 2019, dans le fond, c'est qu'il y avait un troupeau d'une centaine de têtes là, qui devait être relocalisé comme très rapidement. Puis bon, dans ces cas-là, la solution facile, c'est d'envoyer à l'encan. Fait que c'était ça la menace, que ces animaux-là finissent à l'encan. Puis malheureusement, pour la race canadienne, quand ça se présente à l'encan, ben souvent ça ressort par le camion qui s'en va à l'abattoir. T'sais. Fait que là, on pouvait pas laisser ça arriver parce que si je remonte en 2019, à l'époque, on parlait d'à peu près 200 Canadiennes pur sang qui restaient dans le cheptel. Puis là, on parlait d'une centaine de bêtes qui risquaient de partir à l'encan. Fait C'est que là, la tu moitié dis, du cheptel. attends une minute, là. Oui, c'est ça. La moitié du cheptel qui va disparaître. Fait que là, fallait vraiment s'impliquer. Fait que moi, j'ai pas trop réfléchi. J'ai sauté là-dedans à pieds joints parce que pour moi, c'était la chose à faire, là. Ça m'est juste venu naturellement. À l'époque, j'étais aussi bénévole pour un organisme qui était dédié aussi à les races patrimoniales du Québec, qui est dédié à la sauvegarde de ces animaux-là. Fait que je me suis lancée là-dedans, corps et âme. Puis, on a réussi à les relocaliser. Okay. Ce qu'on a fait, on a réussi à organiser un encamp silencieux, on a relocalisé tous les animaux. Sont partis sur une vingtaine de sites différents. Là-dedans, il y avait des producteurs de lait, il y avait des familles qui visaient l'autosuffisance, il y avait des sites plus agrotouristiques, etc. Puis moi, ben dans ce mouvement-là, j'en ai acquis 5 aussi, avec l'aide de mes amis autour qui se sont dit, ben là, tu sais, si t'en parles depuis tellement d'années, là, il y en a à vendre, go. Fait que j'ai des amis qui ont investi, qui m'ont donné des sous, qui ont dit, ben vas-y, Mélanie, achète-toi des vaches, là. Fait que c'était pas prévu du tout. Je suis ressortie de là avec 5 bêtes. Fait que c'est comme ça. Et la surprise aussi de cet événement-là, ben c'est que quand je suis arrivée là-bas, moi, la majorité de ces animaux-là n'étaient pas enregistrés. Fait que ça a été quand même une belle surprise parce que vu qu'on parlait d'à peu près 200 Canadiennes pur sang qui restaient, ben là, en fait, c'était pas le cas parce que là, j'en ai découvert, je n'ai enregistré à peu près, ça fait longtemps déjà, mais en tout cas, je calcule que là, on devait être pas loin de rendu proche du 250-300 avec ce que j'ai enregistré dans cet événement-là. Fait que finalement, tu sais, la situation était moins... On s'entend que c'est très, très peu, là. Oh, mais reste que c'était une belle surprise. Fait que, puis à partir de là, depuis 2019, là, on parle plus d'environ 400 têtes pur sang, là, au moment où on se parle. Au Canada? Dans le monde. Dans le monde. C'est très concentré ici, très concentré au Québec, au Canada, mais mondialement, la population de la vache canadienne, on parle au-dessus de 1000 têtes dans le registre, mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont croisés avec d'autres races. Oui. Dans le pur sang, on parle d'autour de 400. Là, j'ai pas les derniers chiffres. On est probablement avec c'est juste avec ce qui est né chez nous cette année. D'après moi, on s'enligne vers le 500, là, j'imagine. Okay. Mais on s'en va sur le bon bord, tranquillement, pas vite. Mais il y a rien de gagné encore, là. Puis, justement, parlons de ton élevage. Est-ce que la ferme, le volet laitier de la ferme Triple G est comme venu de cet événement-là en 2019? Ben oui, parce que ça faisait longtemps que j'avais ça dans ma tête, c'est sûr. Mais là, bon, j'ai acquis 5 bêtes d'un coup. Fait que là, bon, OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que j'ai lancé le projet. Je me suis inscrite au programme de démarrage des producteurs de lait. OK. Puis j'ai commencé à monter mon troupeau aussi à travers ça parce que, tu sais, la réalité de partir en vache canadienne, c'est que ça se trouve pas de même, des vaches, là. Il y en a pas beaucoup. Ouais. Fait qu'il faut les trouver. Fait que ça m'a pris 5 ans. Ça m'a pris 5 ans de monter mon troupeau pour être capable d'avoir ce qu'il fallait pour partir, pour démarrer, parce que on part en vache canadienne ou rien. On y va, c'est un troupeau 100% vache canadienne. Puis oui, c'est vraiment cet événement-là aussi qui a été l'élément déclencheur. Est-ce que j'y serais venue à un moment donné? Probablement. Là, ça a juste devancé un petit peu les choses. Mes enfants étaient encore très jeunes à l'époque. En tout cas, ça a été un gros défi. Mais je suis bien contente de l'avoir fait, puis je l'ai fait exclusivement pour la race canadienne. J'aurais pas vécu un démarrage en production laitière avec aucune autre race que la vache canadienne. C'est un gros défi. C'est pas impossible. Je veux pas décourager personne. C'est pas impossible de partir de zéro. Mais partir de zéro en production laitière, c'est un gros défi. Puis je l'ai fait juste pour cette race-là parce qu'elle a besoin d'un coup de main. Là. Sinon, je me serais... En vrai, c'est une mission que tu t'es donnée. Oui. Ah oui. Carrément, là. Carrément. Oui. Puis justement, avec cette mission-là, est-ce que tu crois que tous les efforts que tu as investis ont vraiment, je veux dire, au niveau de la protection de la race, de l'enregistrement, est-ce que depuis le temps, tu as observé une amélioration là-dedans?
Ben, je pense que oui, parce on voit vraiment sur le terrain, en tout cas, un engouement. On a de plus en plus d'éleveurs qui embarquent. On a de plus en plus de Canadiennes qui sont localisées un petit peu à gauche, à droite, dans des troupeaux mixtes. Beaucoup de gens qui commencent à s'y intéresser. Fait que, tu sais, le nombre de naissances augmente un petit peu tranquillement. Fait que je pense qu'on s'en va sur le bon bord, mais tu sais, faut pas lâcher le morceau, là, ça c'est sûr. Il y a encore beaucoup de travail à faire, là. Énormément de travail à faire. Puis moi, c'est pour ça que ma ferme, il y a 2 volets à ma ferme. Il y a la production laitière qu'on a mis sur pied, mais il y a tout un volet agro-touristique que moi, dans mon projet, ça a toujours été ensemble, ces 2 volets-là. Parce que on peut pas penser qu'en tant qu'éleveur, on va sauver la race canadienne. T'sais, moi, je la sauverai pas tout seul, même avec mes collègues, avec les autres éleveurs autour de moi. C'est pas nous qui allons sauver la vache canadienne. Pour sauver la vache canadienne, il faut que le public soit au courant qu'elle existe. Ouais. Ça, souvent, moi, je fais beaucoup d'ateliers, j'en parle beaucoup de la vache canadienne. Je fais des activités, puis souvent, j'apprends ça aux gens. Ça, je trouve que c'est extrêmement dommage. Je trouve que ça devrait faire partie du parcours. À l'école, on devrait apprendre ça en sciences nature, au primaire, que ça existe, les races patrimoniales. Même dans les cours d'histoire. Exact. Encore plus dans les cours d'histoire, tu sais, puis on n'aborde jamais ce sujet-là. Je trouve ça dommage. C'est notre patrimoine, c'est un héritage culturel à nous tous, dans le fond. Puis la majorité des Québécois sont pas au courant qu'on a ces 3 races-là. Fait que moi, je me dis que si on veut sauver ces vaches, je parle de vaches, mais si on veut sauver ces races-là, faut que les gens soient au courant que ça existe, et 2, qu'il y ait un intérêt pour les produits. Fait que mon but éventuellement, c'est de transformer mon lait en fromage. Puis de cette manière-là, ben là, tout le monde peut faire un peu sa part, tu sais. Parce que c'est pas tout le monde qui peut élever une vache dans son cabanon. Mais tout le monde peut aller à l'épicerie puis acheter du fromage de vache canadienne. Fait que de cette manière-là, si on crée un engouement pour un produit que les gens aiment et qui sont fiers, ben là, tranquillement pas vite, ben il y a peut-être d'autres éleveurs aussi qui vont vouloir embarquer dans le mouvement, puis on va avoir de plus en plus de fermes de vaches canadiennes pour la transformation en fromage. Puis on va peut-être finir par arriver à quelque chose. Mais c'est un projet collectif. Moi, je pense que c'est un projet collectif. Faut que le Québec au complet embarque là-dedans et soit fier de ces races-là. Puis je me dis que la partie va être gagnée quand ça, tu sais, exemple, quand les touristes vont débarquer ici au Québec, puis qu'ils vont se dire, moi, je veux pas repartir du Québec tant que j'aurais pas goûté à un fromage de vache canadienne. Je pense que là, on va avoir gagné quelque chose là. T'sais. Ben, à quelque part, si on regarde en France, ils ont justement des fromages qui sont d'appellation contrôlée par rapport à un territoire. Exactement. Mais là, on pourrait avoir ici la même chose, mais avec l'appellation du fromage fait avec de la race ancestrale. Oui, exact. Cette appellation-là, elle existe depuis 2016. Donc, mais évidemment, il y a très peu de fromages là, qui la portent. Là. En ce moment, il reste que les fromages de la fromagerie Pied-de-Vent aux Îles-de-la-Madeleine. Oui. On se croise les doigts pour que moi, je puisse vous en présenter un prochainement. En tout cas, on espère, on travaille là-dessus très fort. Mais oui, il y a de la place. Il y a de la place sur le marché pour pouvoir faire plus de fromage de canadienne avec l'appellation qui existe, qui est là, qui est disponible. Puis moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut miser. C'est la force de la canadienne. La canadienne, on ne pourra pas la ramener dans les étables. Comme, mettons, là, qu'on le souhaiterait. Là, que... faut être réaliste. Ouais, c'est une petite vache. Ouais. C'est une vache très rustique. Elle a un paquet de belles qualités. Au final, quand on se met à calculer, elle a un paquet d'avantages monétaires quand on regarde la fertilité, la santé, etc. Moi, le vétérinaire, je le vois pratiquement jamais. Tu sais, ça se comptabilise, tu sais. Fait que oui, elle a plein de points positifs, mais reste qu'au bassin, c'est une vache qui va faire la moitié du lait d'une vache Holstein. Tu sais, faut pas se leurrer, là. Donc, il faut trouver d'autres façons de la rentabiliser, puis sa force à elle, c'est le fromage. Fait qu'avec ça, là, on va être capable d'aller chercher la. Vu qu'il y a moins de quantité, ben c'est quand même d'essayer de la rendre rentable. C'est ça. Mais par le fromage. Parce que ça reste une vache, tu sais, faut se la mettre quelque part dans l'étable, là, tu sais. Fait que si t'as 60 places dans ton étable, ben, tu sais, je mets dessus 60 vaches qui font le double du lait ou, tu sais, fait que je comprends les gens, puis on ramènera jamais la canadienne dans toutes les étables du Québec, ça c'est pas vrai, mais pour des gens qui veulent aller vers ça, ben vers la transformation pour le fromage, c'est sûr que la canadienne c'est la meilleure option. C'est la meilleure option. Soyons on parle de cette objectivité. Absolument. On parle des races de vaches là, on a de la Holstein, on a de la Jersey au Québec. Là, la canadienne. Moi j'ai de la Jersey chez moi, puis je pense qu'il y a une erreur que on fait, quand on nourrit des vaches Jersey, c'est de les soigner comme des petites Holstein. Est-ce qu'il y a des particularités au niveau de l'alimentation des vaches canadiennes? Oui. Vas-y. C'est des vaches qui aiment beaucoup la fibre.
OK. Ouais, fait que effectivement sur une alimentation plus conventionnelle là, qu'est-ce qu'on a pour les troupeaux Holstein, ils vont performer moins bien. Parce que ça reste que faut pas oublier que la canadienne c'est une race à deux fins. Donc c'est autant bon pour la viande que pour le lait. Fait qu'il faut faire attention un petit peu. C'est une race qui va être elle va s'engraisser facilement si on la soigne un peu trop fort. Fait que tu sais, il y a certaines familles qui vont le transformer plus vite en lait, mais d'autres faut faire bien attention. Dès qu'on veut pousser un peu trop, ils se le mettent sur le dos au lieu de le mettre dans le lait. Puis là, ben après ça amène d'autres problématiques. Mais fait qu'il faut toujours y aller, faut doser. Puis je me rends compte chez moi, en tout cas, tu sais, je veux pas, je peux pas parler pour tout le monde, mais ce que j'observe chez nous, c'est que les Canadiennes ont vraiment une tendance pour la fibre. Ils aiment ça. C'est la rusticité, en fait, qui amène ça. Ben, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Les miennes sont au pâturage, puis j'ai des petites zones boisées, là, puis c'est pas rare que je les trouve là en train de manger des branches puis des feuilles, là, tu sais. Fait que pourtant, il y a la crèche est bien pleine de foin, là, il manque pas de bouffe, là, c'est pas ça le problème, mais ils vont vers ça pareil. Ils vont aller me grignoter des branches, des feuilles. Fait que, tu sais, on voit qu'ils recherchent ça, tu sais. C'est cool, pareil, qu'une vache, une vache comme ça s'exprime avec tout le fondement de son histoire, parce que, bon, on le rappelle depuis tantôt, cette race-là est née, en fait, de arrangez-vous avec ce que vous avez. Exact. Fait que là, la vache, elle s'exprime encore aujourd'hui de cette façon-là. Ben oui, moi je serais pas surpris qu'à l'époque, quand il y avait plus de foin, là, ils ouvraient les portes des granges puis ils les envoyaient dans le bois. Allez-y, prenez ce que vous voulez. Le sapinage, n'importe quoi, tu sais, survivre jusqu'au printemps. Tu sais, nous, à cette heure, on manque de foin, on va en trouver. C'est pas un problème, on va faire descendre une vanne de n'importe où, là. Mais à l'époque, si t'en as plus chez vous puis il y en a plus chez le voisin, tu fais quoi? Ben, t'ouvres les portes, tu l'envoies dans le bois, dans le sous-bois pour le reste de l'hiver, puis t'espères qu'ils survivent, tu sais. C'est probablement ça qui s'est passé, puis c'est encore bien ancré dans eux, on dirait, parce que dès qu'ils ont la chance, ils y vont. C'est pratiquement la définition de la simplicité volontaire. Exact. J'aimerais ça que tu me parles aussi de tes camps de jour. Oui. Bon, à qui ça s'adresse? Puis, ça fait combien de temps tu fais ça? Hey, ça va être la 7e année cette année. Okay. 7e saison. Je suis bien fière de ça. Ça, c'est un projet que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup à cœur. De un, parce que je pense que pour la sauvegarde de la race canadienne, ça va passer par la relève. Okay? Parce que on a un rattrapage immense à faire. Moi, je verrai pas. C'est ce que je fais aujourd'hui. Moi, je verrai pas les résultats ben de ça. Là. Moi, je travaille encore avec une vache des années 60 entre guillemets. Là. Fait que tout ce rattrapage génétique là, ça va se faire sur beaucoup d'années. Je serai plus là. Fait qu'il faut qu'il y en ait d'autres qui continuent. Fait que moi, c'est ça le but. Mes enfants sont bien, ma plus vieille, là, elle a embarqué, elle a adhéré beaucoup. Elle parle déjà de prendre la relève, elle a seulement 14 ans. Fait que je suis bien contente de ça, je suis bien fière, mais les camps de jour, le but, c'était vraiment d'initier les autres jeunes puis de me dire, ben, peut-être que dans ces jeunes-là, il y en aura qui auront à cœur de pouvoir poursuivre ça éventuellement, peut-être choisir ça comme métier alors qu'ils ont aucun... Le but du camp de jour, c'était ça aussi, tu sais, faire découvrir les races, oui, mais remettre les jeunes en contact avec l'agriculture. Et tu sais, il fut une époque au Québec où ce que tout le monde avait quelqu'un dans sa famille qui était producteur, tu sais, un oncle, un grand-papa, tout le monde avait un lien avec l'agriculture d'une certaine façon. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de familles qui sont complètement déconnectées de l'agriculture, qui savent plus d'où viennent les choses. Fait que c'était le but des camps de jour, de remettre les jeunes en contact avec ça. On cache rien chez nous. Tu sais, les petits veaux, ben oui, les petits veaux, c'est, tu sais, ils sont dédiés à l'alimentation humaine pour la plupart. Puis c'est comme ça. Tu sais, vraiment, d'où viennent les choses, puis comment bien faire les choses aussi. Tu sais, fait que quand on comprend d'où ça vient puis comment c'est fait, ben après ça, on est en mesure d'apprécier. Puis ben c'est ça. Je me rends compte qu'après 7 ans, ça va être notre 7e édition cette année. Ben j'ai déjà des jeunes qui me parlent que c'est ce qu'ils ont choisi comme métier, ils veulent s'enligner vers ça. Il y en a qui viennent depuis qu'ils sont tout petits. Tu sais, il y a 7 ans, là, j'en ai qui ont commencé qui avaient 5 ans, puis je les ai vus grandir, ces enfants-là, puis ils reviennent année après année, puis fait que c'est vraiment, c'est ça, le but de leur présenter ces races-là, les initier au monde de l'agriculture, puis espérer que là-dedans, il y en ait quelques-uns qui soient intéressés. Et là, est-ce que tu passes ton été à accueillir des oui. du monde? Ah oui. On a 8 semaines de camp. Chaque été, on a 8 semaines de camp de jour. OK. Puis c'est un camp qui est quand même assez familial, là, dans le sens que je prends 12 enfants par jour. C'est pas un gros camp de... C'est gérable. Oui, ben tu sais, je veux garder ça aussi pour que ce soit plus, en tout cas, plus familial, tu sais. Puis
Fait qu'on a 12 enfants par jour tout l'été, toutes les journées de l'été. On a beaucoup de plaisir. Fait qu'ils sont initiés à la traite des vaches, ils vont monter mes chevaux canadiens. Toutes les activités de la journée sont en lien avec les animaux tout le temps. On fait incuber des petits œufs de Chanteclair, on va voir les poussins naître, etc. Puis tu sais, à travers ça, je leur explique aussi toute l'histoire de ces races-là, tu sais, d'où ça vient, les caractéristiques, pourquoi c'est important de les sauver, etc. Fait que j'aime bien ça faire ça. J'aime bien. Tout ça, en fait, c'est une approche globale pour créer des souvenirs qui s'oublieront jamais. Oui. C'est puis faire naître probablement l'engouement pour les races ancestrales. Oui. Puis là, justement, dans la tête de ces enfants-là, des souvenirs qui vont se rappeler pour toujours. Oui, absolument. C'est la ferme, tu sais, ça amène ça. Là, la ferme, ça amène les enfants l'autonomie. Tu sais, on leur fait faire des tâches. Tu sais, fait qu'il y a plein. Ils développent plein d'habiletés là sur la ferme. Il y a beaucoup de parents qui m'en parlent là, qui adorent l'expérience. Puis les enfants reviennent année après année. Cette année, j'ai pas beaucoup fait de publicité parce que ça se remplit tout seul. Parce que les jeunes reviennent, les gens en parlent. Fait que c'est ça. C'est victime de ton succès. je dis souvent que c'est mon 4e bébé. J'ai toujours voulu 4 enfants, puis finalement j'en ai 3, puis le 4e c'est la ferme. Tu sais, c'est mon 4e bébé. Je te souhaite autant de succès au niveau de ton fromage. Que tous tes projets par rapport à tes ambitions se réalisent parce que on le sent vraiment l'ambition puis la force de vouloir y arriver quand on discute ensemble. Puis ben écoute, j'aimerais ça te reparler dans 10 ans pour voir aussi que t'en es rendu. Ah ben c'est peut-être à ma fille que vous allez parler dans 10 ans, on sait pas. Peut-être que je ferai plus de podcast dans 10 ans, mais bon, ça serait vraiment un plaisir de pouvoir faire un suivi puis vraiment la meilleure des chances, puis beaucoup de courage dans tout ce beau parcours-là. Merci beaucoup. Merci, Mélanie. Merci. C'est ce qui met fin à cet épisode spécial d'Entre-deux traites édition Expo Rive-Nord. Un immense merci au comité organisateur de l'Expo agricole Rive-Nord Cultura et la ville d'Assomption pour leur accueil extraordinaire dans leur beau centre-ville. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, venez nous trouver sur X, Facebook ou Blue Sky, YouTube et même Instagram. Donc, sur ma page Instagram, justement, Ferme Lisière Bio, vous allez trouver le lien pour le balado. Un grand merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada, et à l'équipe de production Bruce Sargent et Carl Bélanger. Merci de nous avoir écoutés et on se dit au prochain épisode qui se passe aussi à l'Expo Rive-Nord. Donc, à bientôt!